Donc, Philippe, qui m'a bien cassé les pieds avec cette histoire, m'a dit il faut que tu mettes un petit peu que tu expliques un petit peu ce qu'il en est de l'histoire du verre dans la région, hein, en général, dans le midi de la France, pour donner du contexte à l'histoire de Roquefort-la-Bédoule. Alors, évidemment, c'est un sujet tellement immense que j'ai fait forcément une sélection un peu... voilà. Vous avez une première image, là, avec mon titre ronflant, où vous avez un extrait d'un tableau, c'est indiqué en dessous, d'une des vues du port de Marseille par notre ami Joseph Vernet en 1754. Et il y en a d'autres hein, que je n'ai pas mises, mais celle-là est amusante parce que vous avez là des bonbonnes empaillées, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, dont vous avez les petites cousines là-bas derrière vous sur la table. Donc c'est amusant ce coq à l'âne. Donc voilà, monsieur Hassan. Alors l'histoire du verre dans la région, c'est replacer l'histoire du verre en Méditerranée en général. C'est une histoire très ancienne, dont en fait on connaît assez mal les prémices. Bon, il y a toutes sortes de légendes sur la découverte du verre. On va passer là-dessus, on va sauter allègrement par-dessus l'Antiquité qui nous a laissé de bien belles productions que vous avez pu voir dans différents musées ou que vous avez pu voir à Pompéi, Ostie, ailleurs, en Italie et en Provence. On a les urnes cinéraires, par exemple. Vous avez dû voir de ces beaux verres antiques transparents, assez clairs généralement. Vous avez pu voir aussi des urnes cinéraires un peu plus sombres. On pense que la fermeture du commerce méditerranéen, qui est relative après la chute de l'Empire romain à la fin du 5e siècle, a coupé la route d'une des matières premières indispensables à la fabrication du verre, qui est un alcali d'origine minérale ou végétale. Il faut savoir que pour faire du verre, il vous faut en gros 60% de silice, essentiellement du sable, mais ça peut aussi être du quartz. On a des exemples au Moyen-Âge, en particulier dans la région, où on a pilé des galets de quartz. La même chose en Languedoc, ou des grès quartzeux qu'on a pilés aussi, qu'on a fracassés, et on obtient de fait une base siliceuse. 60% du verre, c'est de la silice, grosso modo. La composition du verre ensuite, c'est un fondant. Parce que pour obtenir une pâte vitreuse, il faut monter au moins jusqu'à 1400 degrés. Ce qui, aujourd'hui, est déjà difficile avec des combustibles qui sont minéraux, mais qui, avec des combustibles végétaux, n'est pas si facile à atteindre. Même si, en fait, quand on travaille le verre, on le travaille autour de 1100 degrés. Mais il faut arriver à obtenir une pâte de fusion autour de 1400 degrés pour pouvoir ensuite faire quelque chose avec ce verre. Donc, il vous faut un fondant, quelque chose qui va abaisser la température de fusion de la silice. Et ces fondants, ce sont forcément des alcalis. Le plus utilisé dans l'Antiquité, c'est le natron d'Égypte. Ceux qui sont allés en Égypte dans le Wadi Natrum ont peut-être vu ces dépôts de sel extraordinaires qui ont été extrêmement employés dans l'Antiquité. Il y a la même chose en Syrie, dans la Syrie levantine, ont été employés en très grande quantité. Et il y a eu dans l'Antiquité une fabrication, et même un peu plus tard, une fabrication de lingots de verre. On a préfabriqué des lingots de verre qu'on a mis en œuvre ensuite dans l'Occident romain. Du natron. Et puis, quand les routes sont coupées, ou en tout cas que le commerce se distend, il a fallu trouver d'autres bases d'alcali, d'autres bases alcalines, et on les a principalement prises dans les végétaux de deux natures, ce qu'on appelle des verres de fougère, avec à base de cendres de hêtre, principalement de fougère. C'est en gros la culture du nord de l'Europe et du nord de la France. Et pour la Méditerranée et le sud de la France, ce sont les verres sodiques. Les verres sodiques, qui sont des verres qui sont élaborés à partir de cendres végétales de toutes les plantes halophiles, de toutes les plantes des zones marécageuses, et Dieu sait qu'il y en a en Espagne, qu'il y en a sur toute la côte languedocienne, qu'il y en a en Camargue, bien évidemment.
et qu'il y en a également sur les côtes provençales, dans les marais d'Hyères et ailleurs. Mais aussi, il y en a dans le Levant, disons, le Liban actuel, la Palestine et autres, qu'on appelle des cendres de rochettes ou de roquettes. Alors, il y a toute une série de plantes qui ont été utilisées pour cela, qu'on faisait, je vous résume, qu'on incinérait, qu'on cueillait à maturité, quand elles étaient bien chargées de sel, et qu'on incinérait dans des fosses, et on obtenait des sortes de meules, ce que l'on appelle des soudes en pierre. Et de ce commerce de la soude en pierre, pour tout le Moyen-Âge et toute l'époque moderne, on en a des foules de témoignages. Et ça a été un objet de commerce très important, d'autant plus important que si la soude végétale sert à faire le verre, elle sert aussi dans les savonneries. Et à partir du XVIe siècle, vous savez qu'à Marseille commence, pas qu'à Marseille d'ailleurs, mais à Marseille en particulier, commence à se mettre en place une industrie qui est devenue quelque chose d'extrêmement puissant. Et nous avons avec Danielle Foy, qui est donc la grande prêtresse du verre médiéval et avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, ce qui me permet de vous présenter des cartes qui sont à elle et des cartes qui nous sont communes. Danielle Foy a bien montré tous les aspects de ce commerce, de ces échanges au Moyen-Âge et à l'époque moderne, de ces échanges sur les produits de base du verre. Donc, des cendres sodiques tirées de plantes halophiles que l'on va acquérir un peu partout, qu'on va acquérir en Espagne, qu'on va quérir en Barbarie, donc vers Tripoli de Barbarie, qu'on va quérir dans le Levant, en sachant que la Camargue, la petite et la grande Camargue, ont été jusqu'au début du XIXe siècle les grands producteurs pour les meilleurs, les plus beaux verres que nous ayons fait dans la région, dans le midi de la France. Ça a été des soudes d'une qualité tout à fait extraordinaire. Il s'est passé quelque chose au moment du blocus continental sous le règne de Napoléon, pendant nos guerres chéries avec l'Angleterre. On s'est trouvé en difficulté pour être approvisionné, surtout les savonniers d'ailleurs, et M. Leblanc a mis au moins un procédé chimique très lourd qui permettait, à partir du sel des salins provençaux, d'obtenir des soudes factices à partir des années 1808-1810. Et il faut savoir que la fabrication de ces soudes factices, très importante autour de l'étang de Berre, dans la banlieue marseillaise, à Septèmes-les-Vallons et autres, a été la première chimie lourde de France. Elle a d'ailleurs, pour l'anecdote, donné lieu à la première législation environnementale de France. C'est-à-dire qu'il y a eu à ce moment-là mise en place un certain nombre de règlements, parce que quand vous travaillez avec de l'acide nitrique, de l'acide sulfurique, eh bien, vous mourrez comme des mouches. Donc, il y a eu un certain nombre de mesures prises pour éviter que les gens ne meurent trop vite. Bon. Donc, vous avez besoin de silice, vous avez besoin d'un fondant alcalin, et vous avez besoin de chaux sous une forme ou sous une autre, parce que figurez-vous que le verre que vous obtenez avec de la silice et un fondant, il est soluble dans l'eau, ce qui est quand même ennuyeux, puisque ce verre sert essentiellement à faire des contenants liquides. Donc, pour remédier à cet état de fait, on rajoute un composé de chaux, un carbonate ou un sulfate de chaux, qui le rend non soluble. Alors, selon la nature de la silice que vous employez, par exemple le sable dont M. Dallest nous a parlé, qui doit contenir de l'oxyde de fer, ça sera intéressant de poser la question aux gens du BRGM, aux géologues. Effectivement, on a des verres qui sont verts. Or, ce qui est bien avec le verre, c'est qu'il ne soit pas vert, en tout cas pour la gobeletterie, pour les jolis flacons, etc. Et pour cela, il y a soit des sables extrêmement purs de silice très blanches, qui donnent naturellement un vert clair, très clair, soit l'utilisation de ce que l'on appelle un savon de verrier, c'est-à-dire essentiellement du dioxyde de manganèse ou du bioxyde de manganèse, dont il existe des gisements un peu partout, en Provence et dans le Languedoc, en particulier à Villeneuve-Loubet, où on sait que, par exemple, depuis le Moyen-Âge, on exploite des mines de manganèse qui ont servi de savon de verrier. Voilà. Donc, vous avez la composition du verre. Alors, dans l'histoire du verre, on dit toujours qu'entre, disons, le VIe siècle et disons, la fin du XIIe, le XIIIe siècle, il ne s'est pas passé grand-chose.
C'est pas si évident. Daniel Foy a bien mis en évidence des creusets de verriers, des tout petits creusets de verriers, datés du XIe siècle à Arles, par exemple. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il y a sans doute eu, pendant toute cette période qu'on appelle les siècles obscurs, qui ne sont obscurs que parce que nous n'avons pas de texte, ou très peu de texte, et que nous n'avons pas encore assez fouillé, l'archéologie nous en apprend tous les jours, il y a quand même eu des petits ateliers un peu partout. Donc, je vous ai simplement mis les cartes tirées de la thèse de Daniel Foy, de la publication de la thèse de Daniel Foy, où vous avez un certain nombre d'ateliers qui sont mentionnés dans le Languedoc et en Provence. Vous avez ce qui est souligné, indique des découvertes de fours et des découvertes d'ateliers, et ce qui ne l'est pas indique des mentions dans les sources écrites. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la verrerie, on l'a appelé plus tard l'ogre verrier. Et je crois que c'est une bonne définition et ça explique beaucoup de choses. Pour atteindre 1400 degrés, il en faut du pain, et pas que du pain d'ailleurs. Il faut beaucoup de fagots, et il faut aussi du bois de fente, généralement du pain. Or, quand une verrerie s'installe quelque part, elle a tôt fait de dévaster absolument tout le territoire jusqu'à la dernière brindille. Et elle est en concurrence, évidemment, avec tous les usages du quotidien. C'est le seul combustible, le bois. Donc, que ce soit pour le combustible, que ce soit pour le bois d'œuvre, que ce soit pour tout, on a besoin de bois. Une verrerie s'installe, en quelques années, il n'y a plus un arbre debout, il n'y a plus rien à exploiter dans les alentours. Ce qui explique que ces verreries ne cessent de se déplacer, parfois dans un même territoire. Une verrerie s'installe, pendant quelques années, elle travaille à un endroit, il n'y a plus de boue, il n'y a plus de combustible, on ferme la verrerie, on l'abandonne. 20 ans après, 30 ans après, dans un autre quartier du même territoire, on en voit revenir une, ou même au même endroit. Je prends un exemple, je vais vous montrer tout à l'heure des photos de la fouille de Roquefeuille au pied du Mont Aurélien, sur le territoire de Pourrières. À Roquefeuille, par exemple, quand Daniel Foy et Lucie Valory ont fouillé dans les années 80, moi je faisais la petite main, je balayais, on a cherché pendant plusieurs années la verrerie de François Verrier, ça ne s'invente pas, qui était là, on le sait par les textes, dans les années 1550-1570, on ne l'a jamais trouvé. En revanche, nous avons trouvé la verrerie du XVIIIe siècle, qui a été fouillée complètement. Et cela vaut pour l'ensemble du midi de la France. Donc, nous avons souvent des mentions écrites, avec des familles, des noms de famille, des gens qu'on retrouve à partir de la fin du XIIIe siècle, des gens qu'on retrouve à droite, à gauche, et quand Daniel Foy, elle a prospecté, je peux vous dire, et je l'ai accompagnée quelques fois, je n'étais pas le seul à l'accompagner, nous avons cherché pendant des jours et des jours les traces de certaines verreries très bien attestées, sur lesquelles nous avions des dossiers, on savait qui les exploitait, combien il y avait d'ouvriers, d'où ils tiraient leurs matières premières complémentaires, où est-ce qu'ils vendaient leur production. Et nous n'avons jamais réussi à mettre en évidence les fours, ne serait-ce que les fours de ces verreries. À Roquefeuille, c'était plus facile parce qu'il se trouve qu'il y avait un pin qui a poussé au milieu de la fournaise principale, au milieu du four de fusion, et qu'on voyait encore la voûte qui ne s'était pas totalement écroulée. C'est comme ça qu'on a découvert la verrerie qui avait quand même une certaine ampleur. Donc, des ateliers dont on ne sait pas toujours quelle importance réelle ils ont eu en volume, et puis quel marché non plus ils ont eu. Parce qu'on a l'impression, qui est probablement exacte, que ce sont des marchés très restreints. Très restreints. Donc voilà une première carte, la suivante s'il vous plaît. Alors vous avez vu apparaître par exemple au Bagne. Au Bagne, il y avait une verrerie. On le sait puisqu'il y a des verriers, mais on ne le connaît qu'à travers les sources écrites. On n'a jamais pu la mettre en évidence. Et qu'est-ce qu'on y a fabriqué dans ces verreries? Voilà un exemple. Alors, il faut savoir une autre chose que je vous ai passé un peu rapidement. Je vous ai parlé de la composition du verre quand vous n'avez rien d'autre que vous avez de la silice, de la chaux, un alcalin quelconque, un alcali quelconque. Mais il faut savoir que dès l'Antiquité, dans le verre,
comme aujourd'hui, on utilise du verre cassé. Tout le verre, ne l'oubliez jamais, et c'est pour ça que c'est particulièrement important de participer au recyclage, tout le verre, 1 kilo de verre, c'est 1 kilo de verre. Transformé, ça donnera 1 kilo de verre à la refonte. Et pour faire du verre, il est très intéressant de mélanger une certaine quantité de ce qu'on appelle de groisille, c'est-à-dire de verre cassé. Alors, les proportions il est très difficile, dans les analyses physico-chimiques qu'a fait faire Daniel Foy, ont révélé la complexité du sujet, mais on estime que entre 20 et 30% de verre cassé, c'est pas mal pour obtenir là aussi une fusion plus rapide, abaisser le point de fusion. C'est donc de l'économie de combustible, de temps de travail qui est gagné pour la mise en œuvre de la matière fondue. Ce verre cassé, ce verre rotte, hein, en provençal, route ou rotte, il fait l'objet d'un commerce extraordinaire. À Marseille, dans les notules de Giraud Amalric, qui est le plus ancien notaire de France, 1248-1251, dont on a conservé les registres, on a donc des états du commerce du port de Marseille au milieu du XIIIe siècle, et on voit arriver à plusieurs reprises du verre brisé sur des bateaux venus d'un peu partout en Méditerranée, venus en particulier d'Italie. C'est assez étonnant d'imaginer ça. Chez les revendeurs, imaginez la supérette du coin, à Arles par exemple, en 1420, eh bien, une revendeuse qui s'appelle Vengesona Nathan, qui était juive en plus, une petite revendeuse juive, dans sa boutique dont nous avons l'inventaire dans les années 1420, ou 1410, je ne me souviens plus exactement, il y a des paniers de verre brisés. C'est-à-dire que les gens lui apportaient le verre, qu'elle devait sans doute troquer, hein, et ensuite, ce verre brisé repartait dans le commerce, dans la chaîne technique, et ensuite dans le commerce. Donc, quand on fait des analyses de verre, on en est à la 40e transformation-récupération. C'est pour ça que c'est compliqué d'attribuer des origines uniquement sur des bases physico-chimiques. Bon, enfin là, bon, on est parti un peu loin du sujet. Donc, ce qui se passe voilà ce qu'on fabrique. Il faut savoir que ce sont quand même... Ces verres, on en trouve extrêmement peu, car le verre médiéval, et moderne d'ailleurs, est souvent très fin. Pas le verre de bouteille, mais le verre de gobletterie, le verre des jolis flacons comme celui que vous avez là. Il se conserve extrêmement mal dans le sol. C'est réputé incorruptible, mais en fait, ça s'oxyde à cause de la composition même du verre. Et souvent, on a des paillettes. Donc, il est extrêmement difficile, c'est un véritable exploit d'arriver à reconstituer des formes complètes, ce qu'on appelle des formes archéologiques, qu'on ait au moins la hauteur et le diamètre de l'objet. Donc là, vous avez une sélection de ces objets, et vous voyez que vous avez de la gobletterie, mais vous avez de très beaux objets également, hein, et qui sont déjà, dès le XVe siècle, dans le goût de Venise. Il ne faut jamais oublier qu'à partir du XIVe, à Venise, on a quand même un développement considérable de la verrerie qui est toujours très active aujourd'hui, même si les produits chinois ont tendance à prendre le haut du pavé. Là comme ailleurs. Donc voilà, ce qui est très intéressant, ce sont, vous voyez le gobelet avec des espèces de verrues, là, hein, le gobelet verruqueux. C'est extrêmement fin. C'est une forme qu'on retrouve dans toute l'Europe. On ne sait pas quelle est son origine, mais c'est une forme qu'on retrouve dans toute l'Europe. La jolie fiole à col torsadé, c'est aussi une ampoule, ce qu'on appelle une ampoule, une ampoule, dont on ne connaît pas vraiment la destination. Peut-être des parfums, peut-être des liqueurs rares, qui sait. Et puis vous avez des formes en bas qui sont incomplètes, qui sont des verres de lampes pour les églises, par exemple. Il faut savoir que dans toute la tradition tardo-antique et médiévale, on a longtemps eu des sortes de lustres, modèles qui ont été repris dans les terres d'islam, les terres islamisées. Vous avez des sortes de lustres avec des lampes dans lesquelles on mettait de l'eau, de l'huile et des lumignons. Ça, c'est extrêmement pratiqué. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est très beau gobelet. Vous voyez? Alors, ce que vous voyez aussi, c'est que vous avez des fils rapportés
Donc c'est une belle technique ça, hein, parce que pour rapporter un fil, il faut bien maîtriser son métier. Si vous allez à Venise, un de ces quatre, allez passer quand même à Murano, vous les verrez faire. Ça vous coûtera 5 €, hein, mais vous les verrez faire et c'est quand même fascinant de les voir poser les fils. Ces fils sont bleus. Les fils sont bleus. Et ce bleu, il est obtenu avec du cobalt. Ils ont été analysés, et là on est certain de notre fait. Ils ont été analysés, et ce bleu de cobalt, c'est du cobalt qui vient de l'actuelle Allemagne. Il y a 2 mines principales, et il y a une date où on change de mine, de groupe de mines, qui est autour de 1500. Et selon la nature des isotopes analysés, on sait qu'on est avant ou après. Et donc, vous imaginez le commerce de l'azur, ce qu'on appelle l'azur, ou le safre, c'est un autre nom, qui ne désigne pas la formation rocheuse là, mais qui désigne un composé à base qui comprend du cobalt. Vous imaginez le commerce que ça suppose pour pouvoir appliquer ces fils bleus sur des verres produits localement. Le cobalt a fait quelques centaines de kilomètres pour venir jusque chez nous, et ça suppose aussi une organisation complexe dans le schéma dans les schémas commerciaux. Je veux dire, on touche là des choses très compliquées qu'on perçoit mal, mais on en a la preuve. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, on est là, on arrive, on bascule à la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, dans la tradition purement italienne, à la tradition purement vénitienne, où vous avez ce qu'on appelle les vers à jambes. Plus tard, on les appellera, au XVIIIe siècle, on dit des vers à pattes. Hein, les vers à jambes, donc la tige s'appelle une jambe, et elles sont très souvent ornées, elles sont là, elles sont moulées. Hein, c'est ça la partie décorée avec des mufles de lion, il y a toutes sortes de décors. Mais vous imaginez, pour reconstituer des vers comme ça, c'est Daniel Foy mérite l'accession au rang de sainte parce qu'elle a dû faire un travail extraordinaire. Mais on a beaucoup de mal à avoir des vers en forme de calice complet. Et ça, c'est vraiment le vers, le très beau vers de la Renaissance et du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. La suivante. Alors, on avance dans le temps, vous voyez qu'il y a quand même une concentration pour la Provence dans ce qu'on appelle le bassin de Saint-Maximin. Pourquoi? Parce qu'il y a du bois, tant et plus, parce qu'il y a de bonnes carrières de sable, qu'on connaît mal d'ailleurs, mais il y a de bonnes carrières de sable, les analyses le montrent, parce que le commerce de la soude va son train, qui va bien, et puis il y a aussi de bonnes argiles, parce que je ne vous ai pas parlé des creusets de fonte, où je les ai juste évoqués. Pour faire fondre ce verre, il faut des terres hautement réfractaires, capable d'encaisser des chocs thermiques considérables, parce que pour monter à 1400 degrés, il faut monter aussi la céramique dans laquelle on le fait fondre à 1400 degrés. Donc il faut des terres éminemment réfractaires qui sont généralement des terres non seulement de très belles argiles réfractaires et autour d'Olières par exemple, ou de Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Victor-des-Oules dans le Gard, on a des terres extrêmement réfractaires qui encaissent bien les chocs thermiques, et là-dessus on les chamotte. Et pour les chamotter, généralement, on utilise des écailles de creuset. Quand un creuset est fendu, qui n'est plus utilisable, il y a des petites mains qui l'écaillent, et avec ces écailles de creuset, on va mélanger à une argile fraîche, neuve, et on va obtenir une chamotte qui va mieux encaisser les chocs thermiques. La suivante. Alors, nous avons fait un grand saut dans le temps. Nous arrivons à une problématique qui est celle de l'apparition, ça va commencer, des bouteilles en verre vert. Parce que là, nous avons vu de la gobeletterie, des flacons, des choses qui sont en verre clair, qui est la qualité supérieure en Méditerranée, puisque dans le nord de l'Europe, on fait surtout du verre de fougère, qui, compte tenu de la composition de la fougère et du hêtre, des cendres de la fougère et du hêtre, sortent généralement en verre plus ou moins fort. En verre, on appelle ça aussi après du verre noir, parce que ça peut aller très loin dans la teinte de fond, sachant qu'il y a une autre donnée pour le verre noir qui est qu'on est passé, pour une partie de la production, à l'utilisation du charbon de terre. Donc, nous voici en 1700. Et qu'est-ce qu'on note? Donc, vous avez un certain nombre,
on a toujours le bassin de Saint-Maximin, on a les verreries des Alpes de Haute-Provence et du Nord Vaucluse. Tout ça, ce sont des zones forestières. Là, c'est vraiment le combustible qui donne le ton. Et vous voyez qu'à Marseille, il y a juste un petit point ridicule. Vous vous dites Marseille, qui est quand même le premier port de la Méditerranée, entre 1700 et 1740, il y a une seule verrerie. Et pour cause, et là je rejoins une conversation dont j'ai surpris quelques éléments tout à l'heure de madame, il faut savoir que les verriers, bon, une bonne part des verriers à partir du tout début du XVe siècle sont des verriers qui viennent d'Italie, qui viennent du Piémont, qui viennent du diocèse d'Altare, dont en particulier les ferries, les innombrables branches des ferries. Il y en a. Alors, on a dit que le roi René Patin-Couffin leur avait accordé des privilèges extraordinaires. Il n'en est rien, mais en tout cas, c'est une famille qui a su prospérer. Il y a encore des descendants ferry aujourd'hui, mais ils ne travaillent plus le verre. Donc, beaucoup d'Italiens qui ont travaillé comme verriers, comme maîtres verriers. Et la spécificité, la haute technicité de leur métier a fait qu'ils se sont un peu poussés du col. Et on ne sait pas très bien comment, mais à un moment, ils ont revendiqué un statut de noblesse qui ne leur a jamais été accordé, en fait. Mais il y a quand même, chez les verriers, la plupart des verriers se considèrent comme nobles, et vous avez les deux Quélard, vous avez les deux Ferry, vous avez les deux Virgile, vous avez les deux Bons, etc., etc. Il y en a des palanquets entières de familles comme ça qui... Et ça a donné naissance à ce que la noblesse de robe, qui pourtant était de fraîche date, et la noblesse fiefée ancienne, considérée comme petite chose, ça a donné naissance à ce qu'on appelle la noblesse de verre. Et dans noblesse de verre, il faut bien y voir tout le mépris que la noblesse ancienne et la noblesse récente de la robe marseillaise ou des grands marchands marseillais, des Bruni, de la Tour d'Aigle ensuite, des choses comme ça, il peut y avoir comme mépris. Et effectivement, ces nobles verriers, en dehors du fait qu'ils se réclament comme nobles verriers, ils n'ont eu comme seul privilège que ceux que les bailleurs des territoires qu'ils exploitaient ont bien voulu leur accorder. Alors, il faut bien voir que la plupart des verriers, jusqu'à une période récente, ne sont pas propriétaires de leur verrerie. Ils sont locataires d'un morceau de territoire qui leur est concédé par un seigneur laïque, ecclésiastique, par un particulier, même un riche particulier. Ils sont simplement locataires, et quand ils ont fini d'épuiser tout ce qu'il y a comme bois à exploiter, eh bien, ils s'en vont, ils vont ailleurs. Donc, ils ont parfois le droit de chasser, de porter une épée, de chasser tel ou tel gibier, mais avec des limitations qui font qu'ils sont nobles sans l'être. Donc ça fait partie des vieilles lunes du sujet. On dit noblesse de verre, et somme toute, c'est plutôt vrai. Donc, il se trouve quand même que l'une de ces familles, la famille Debon, a obtenu au XVIIe siècle un privilège exclusif des échevins de Marseille pour installer une verrerie à Marseille, une verrerie à bois à Marseille. Et ce privilège, elle a réussi à le faire valoir jusqu'à assez tard, jusqu'en 1740, en fait, elle a réussi à empêcher à Marseille l'implantation de tout autre atelier. C'est assez extraordinaire parce que elle était quand même soutenue un peu mollement par les échevins de Marseille qui se disaient « c'est embêtant, si on laisse des verreries s'installer à Marseille, que va-t-il se passer? Le bois va renchérir, on va manquer pour les usages du quotidien, et Dieu sait que le territoire de Marseille, depuis les années 1230, il n'y a plus un arbre viable dessus, hein, il faut le savoir. Hein. Donc, les édiles marseillais ont beaucoup freiné des quatre fers. Mais à partir des années 1720, il se trouve que le commerce des îles françaises de l'Amérique, en particulier, le commerce du Levant et autres, prend de l'ampleur. Après la peste de 1720, ça prend de l'ampleur, et que les pharmaciens, les licoristes, les conserveurs
qui sont très nombreux en Provence et particulièrement à Marseille, ont besoin de verres d'emballage. Ils ont besoin de verres d'emballage. Ils ont besoin de verres pour mettre le thon, les capres, le vinaigre, toutes sortes de choses qu'ils expédient un peu partout en Méditerranée et jusque dans les îles d'Amérique. Et pour ça, ils ont besoin de rapprocher les fabricants du port. Ça leur évite, ça leur assure une fourniture immédiate. Et donc, petit à petit, la mayonnaise va prendre, et dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y a une floraison d'ateliers, et on atteint, dans les années 1780, on passe de 1 à une dizaine d'ateliers. Alors c'est très variable, parce que là aussi, les fortunes se font et se défont, les entreprises industrielles marchent plus ou moins bien, mais tout d'un coup, Marseille devient un très grand centre verrier. Ce qui ne veut pas dire que les verreries forestières disparaissent dans le Var, dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le Vaucluse, et même il s'en crée de nouvelles, toujours avec ce système de on rase tout ce qu'il y a dans un rayon de X et on change d'emplacement ensuite. Alors, évidemment, l'intendant de Provence, le conseil de commerce, le roi, en gros, s'inquiètent de tout ça. Ils se disent, il y a déjà beaucoup de mal à approvisionner Marseille en bois de chauffe. On ne parle pas du bois d'œuvre. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez qu'on est allé chercher du bois de chauffe jusqu'en Corse au XVIIIe siècle. Hein. Donc, le problème était réel. Et donc, on s'est dit, ah ben tiens, la bonne idée, c'est d'utiliser, comme le font les Anglais depuis déjà 80 ans, d'utiliser du charbon de terre. Et c'est ce qui s'est fait petit à petit. Je vous fais un super résumé. D'abord, ça c'est à Pépin-Manosque. Hein, c'est dans la haute vallée de la Durance, dans la vallée de la Durance. À Pépin-Manosque, le verrier Popon a essayé de faire du verre avec du charbon de terre. Il lui est arrivé. Et il a dit, mais ce charbon est dégueulasse. Il est plein de soufre. C'était les veines superficielles. Et il me fait que du verre noir. Ce qui, au fond, n'était pas gênant, dans la mesure où on faisait essentiellement des bouteilles. Et finalement, si on y réfléchit bien, le verre noir, c'est très avantageux pour la conservation de ce que l'on met dedans. Les huiles, les liqueurs, le vin, et Dieu sait qu'on en a fait du vin, du bon et du mauvais. Et donc, finalement, bon, on a commencé donc dans les années 1720-1730 là-haut, et puis petit à petit, dans le 18e, on a commencé à installer des verreries. Les dernières verreries qui s'installent à la fin du 18e à Marseille s'installent sous condition d'utiliser le charbon de terre. Mais le charbon de terre, il vient de Fuveau, Gardanne, etc. Ce sont les veines superficielles, elles sont épouvantables, elles sont pleines de soufre, c'est ultra polluant et c'est surtout, c'est pas bon. Mais il y a des gens qui savent déjà que si on creuse plus profondément, on aura du charbon, du lignite de meilleure qualité et qui recommandent de le faire. Donc voilà ce qui se passe. Alors ce que vous avez vu peut-être aussi, c'est quand même intéressant. Vous avez un petit point là avec marqué Julance. Hein, depuis tout à l'heure, je vous fais languir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'écoutais madame qui, effectivement, moi je pars d'un texte... d'une expertise du domaine de Julance en 1776, qui mentionne pour la première fois, en tout cas dans ma documentation, hein, qui mentionne pour la première fois la mine de sable de Verrerie. Donc on est 1776, ce qui veut dire qu'elle est exploitée depuis un certain temps. Et de la même façon, il mentionne un des verriers de la famille Faucon, avec une verrerie qui s'appelle de Conil. Moi, je ne connais pas de quartier de Conil dans le coin. Cony? Le col de Coney. Donc, vous pensez que c'est là. D'accord. Vous voyez, on a en direct une identification. Mais enfin, dans le texte, c'est Conil. Hein. Il n'y a pas de... Donc, voilà. Donc, on a une verrerie qui n'a pas duré. Il faut être clair là-dessus. Il ne faut pas rêver. Si elle n'a pas dépassé 1789. Car en 89, il s'est passé... Pour cette noblesse de verre qui était méprisée de l'univers entier, eh ben, ils ont quand même été, ils n'ont pas été guillotinés, mais ils ont été dépouillés, chassés, tout ce qu'on veut, jusqu'à ce que le comité de salut public se dise non, mais ça ne va pas, ça, on n'a plus de verrerie. Donc finalement, on les a rappelés, mais ça a pris un certain temps à revenir, et c'est sous l'Empire et ensuite sous la Restauration que les grandes familles de verriers sont revenues
sont revenus travailler dans les mêmes lieux approximativement, mais je lance malheureusement. Voilà, mais c'est quand même intéressant. On a à la fois le sable et on a à la fois la verrerie qui a été mise en exploitation. Alors, je vous ai dit la difficulté que nous avons rencontrée dans les prospections pédestres, comme on dit. Je pense qu'on sera dans la même difficulté si on la cherche. Il y a peu de chances qu'on la trouve, surtout qu'elle a dû durer assez peu de temps. La suivante. Alors, je vous ai pris un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une verrerie? Ça, c'est la verrerie de Roquefeuille, au pied du Mont Aurélien. Et vous voyez la situation de la fouille, à la fin de la fouille, une vue aérienne. Vous voyez un grand bâtiment au milieu des arbres. Alors, quand elle est en activité jusque pendant au début de la période révolutionnaire, évidemment, il n'y a pas d'arbres autour. Mais je trouve que le raccourci est intéressant, parce que c'est vraiment la verrerie forestière par excellence. Alors, on a vraiment bien étudié cette verrerie. On sait qu'il avait du sable d'une mine locale. On sait tout un tas de choses, qu'ils prenaient l'argile sur le site, ils avaient une bonne argile. On peut avancer un petit peu. Voilà. Alors, je suis désolé, les photos sont mauvaises, hein, mais vous avez au premier plan, ce n'est pas un four de verrier, ce que vous avez au premier plan, c'est le four à pain, parce que la verrerie se présente comme une grosse bastide, avec d'un côté la zone de production, ce qu'on appelle la halle de verrier, et de l'autre côté, l'habitation, avec les chambres, il y avait un étage, etc. La suivante. Ça, ce sont ce qu'on appelle les fours de recuit. Car une fois que vous avez fait fondre votre verre, vous le cueillez avec une canne et vous allez le souffler dans une forme quelconque. Vous allez travailler, vous avez des instruments, des marbres, ce qu'on appelle des marbres, vous avez des maillotches, des choses comme ça en bois, trempées dans l'eau. Vous avez sûrement vu ça à la télé, vous l'avez vu à Venise ou ailleurs, vous l'avez vu à Biot. Les gestes n'ont pas changé pour l'essentiel. Quand le verre est mis en forme, vous avez votre beau verre, votre belle bouteille. Ben, vous ne pouvez pas la poser sur une étagère en attendant qu'elle refroidisse parce qu'elle claque. Donc, il faut porter votre verre dans un four de recuit. C'est-à-dire, vous avez le four de fusion et autour, un certain nombre de fours de recuit ou contre des fours de recuit, c'est-à-dire des fours où petit à petit, la température du verre va s'abaisser, souvent sur plus de 24 heures, parfois plusieurs jours, selon le type de pièce, et petit à petit va acquérir sa solidité. Voilà, donc ça, ce sont deux des fours de recuit. Un qui avait conservé sa voûte, celui de droite, et un autre dont on devine simplement la partie du foyer. La suivante. Voilà le plan. Alors malheureusement, il est très mauvais comme reproduction. Vous avez le four à pain que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez le four de fusion là-haut, qui est un four à 6 pots. Alors on compte les fours en pots ou en place. Hein, je veux dire, là, c'est un four à 6 pots, on l'a restitué parce qu'on avait sur la sole, on avait les traces d'arrachement des pots. Parce qu'évidemment, quand vous travaillez la matière, il en tombe toujours un petit peu, il y a des vitrifications qui se font sur le bord, et souvent les creuser collent, et il faut d'ailleurs les achever à coups de masse. Vous avez les fours de recuit que vous voyez bien, et puis il y a différentes zones. Il y avait une zone qui était un petit stockage pour des briques crues, qu'on mettait crues dans les voûtes quand on les reconstruisait, et qui cuisait bien évidemment au fur et à mesure qu'on les faisait monter en température. Vous avez aussi, je vous ai parlé de la soude en pierre tout à l'heure, vous aviez aussi une zone avec un martinet à soude. Parce que la soude, quand elle est en pierre, eh bien, il faut la réduire en poudre pour arriver à la mettre en œuvre. Donc, vous avez toutes sortes de techniques. Soit vous employez un pilon en fer dans un grand mortier métallique, voire en granit quand c'est une zone qui s'y prête, soit vous avez un martinet, c'est-à-dire quelque chose que vous soulevez avec le pied, un peu comme les moulins à riz à décortiquer le riz, que certains d'entre vous ont pu voir dans l'Asie lointaine. Je suis sûr qu'il y en a qui ont fait ce voyage, pas moi. Mais bon. Voilà, donc vous voyez la partie à gauche, c'est la halle, avec toutes ses annexes, et la partie à droite, à part la chambre à pot, qui était une chambre dans laquelle on préparait les creusets, c'est de l'habitation. Alors, je vous ai dit qu'il fallait du monde pour une verrerie. Il faut des maîtres verriers qui, normalement, soufflent. Ce sont ceux qui soufflent. Bon, après, vous avez des apprentis, vous avez des ouvriers qui savent souffler. Vous avez, pour travailler le verre, vous devez souvent, la plupart du temps, être à deux. Celui qui souffle et celui qui présente le pontil, c'est-à-dire la tige de fer avec un bout arrondi, qu'on va coller dans le fond de la bouteille, par exemple, ou du verre, et qu'on va détacher. Le verrier donne un petit coup sec
et va détacher la pièce, et c'est avec le pontil que vous allez le porter au four de recuit. Donc 2 personnes pour faire une pièce, au moins 2 personnes. Puis vous avez les apprentis, les garçons, les gamins, vous avez ceux qui préparent la matière, ceux qui l'accueillent, etc. Et vous avez aussi forcément un potier qui est pas toujours installé là à temps complet, mais un potier qui vient préparer les creusets, qui mettent des mois à sécher avant qu'on ne les porte au four, où on va finir de les laisser sécher avant de les mettre en œuvre. La suivante, s'il vous plaît. Voilà une vue axonométrique qui vous permet de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionnait, donc avec un étage. La suivante. Une maquette. Et une maquette du four, la suivante encore. Une maquette du four qui avait été réalisée en 2009. Aujourd'hui, on vous ferait une belle maquette 3D qui serait bien plus parlante, mais en 2009, la 3D n'était pas encore ce qu'elle est actuellement, donc on s'est contenté d'une maquette toute simple. Alors, voilà ce que c'est qu'une verrerie forestière, vous comprenez? En plein milieu de la forêt, vous avez un grand bâtiment, parfois avec une habitation séparée, mais là, c'est assez caractéristique. On a pas mal de textes qui nous disent comment elles sont fabriquées, comment elles sont organisées. Au milieu de la forêt, vous avez des bâtiments comme ça, assez imposants, avec... Il y a certaines verreries du Var, au XVIIIe siècle, ont employé jusqu'à 100 personnes en même temps, ce qui est énorme. Mais le plus souvent, c'est beaucoup moins, hein. C'est une quinzaine, une vingtaine au total, hein, en comptant toutes les personnes. Parce qu'il y a aussi tous ceux, les bouscatiers, tous ceux qui vont ramasser le bois dont on a besoin. Vous avez le potier, on l'a dit, vous avez les muletiers, vous avez tout le problème du transport. Depuis le fin fond de la forêt jusqu'au port de Toulon, de La Ciotat ou de Marseille, il vous faut des muletiers. Donc ça fait beaucoup de monde qui gravite autour de ces fabriques. La suivante. Alors, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous mettre ce très joli et très connu manuscrit bohémien de 1410 dans les voyages de, je crois que c'est Georges de Mandeville, parce qu'il montre bien ce que pouvait être une verrerie de la fin du Moyen-Âge, où vous retrouvez le four avec ses ouvreaux, ce qu'on appelle ses ouvreaux, les deux, vous voyez, 2 creusets, 2 ouvreaux, hein, et les verriers celui qui porte le pontil, le verrier qui souffle, et à côté, c'est une chambre annexe de la fournaise principale, vous avez le four de recuit dans lequel on dispose les pièces qui vont refroidir lentement. La suivante. Et puis, je n'ai pas pu me résister au plaisir de vous montrer ce qu'en dit l'encyclopédie dans les années 1770. En fait, c'est du Hamel du Monceau, mais c'est repris dans l'encyclopédie. Donc voilà, une verrerie en bois idéale, hein, où vous voyez les mêmes scènes, et ça n'a pas changé, c'est la dimension qui change, ça n'a pas changé pendant au moins un bon millénaire. La suivante. Voilà les différents gestes et les différents outils, c'est assez simple, hein, le banc, comment dirais-je, les maillotches, des choses comme ça, tout ça pour faire simplement former un gobelet, une bouteille. On va voir spécifiquement la bouteille, la suivante, s'il vous plaît. Voilà, pour la verrerie françoise en bouteille, parce que dans l'encyclopédie, vous avez aussi la verrerie angloise. Hein, vous avez les Anglais qui nous ont largement devancés, comme souvent, et qui sont à l'origine de la bouteille moderne, celle qu'on connaît actuellement. À l'origine, c'est une bouteille anglaise. La bouteille de Bordeaux, c'est une bouteille à l'origine anglaise. Il faut le savoir, ce qu'on appelle les bouteilles anglaises. On leur doit ça aussi. Donc, la façon dont on travaille la bouteille, vous voyez les différents outils, le marbre, là, sur lequel on roule la paraison. La suivante. Voilà, donc vous voyez aussi qu'on on souffle sur un marbre ou sur une dalle en partie, parce que dès cette époque-là, on sait aussi souffler dans des moules en pierre, puis des moules en métal par la suite, pour former au moins une partie. Le cul, par exemple, si c'est une pièce ronde, le cul de la bouteille. Vous avez là derrière vous des bouteilles dont vous verrez qu'elles ont ce qu'on appelle une couture. Ce sont des bouteilles soufflées du 19e, 20e siècle, soufflées dans des moules en métal qu'on ouvre ensuite comme ça. Hein. Donc voilà, et puis vous avez ici le four de recuit et la mise en panier avant commercialisation. La suivante.
ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà ce que ça donne pendant les premières décennies du 19e siècle, après la tourmente révolutionnaire, tout ça a été assez chaud. Vous voyez qu'à Marseille, on a quand même encore 7 verreries, ce qui est pas mal. Vous voyez que Gémenos, qui est créé vers 1780, pour la première verrerie, il y en a eu une succession impressionnante. Vous voyez qu'on retrouve des verreries forestières, Saint-Zacharie, Plante-d'Ops, le Canet du Luc, qui pourrait être une verrerie forestière, a eu une diffusion incroyable. Et vous voyez également apparaître Cannes-la-Bocca, qui a une spécialisation merveilleuse en flacons de parfumerie moulés qui sont splendides. Mais c'est un autre sujet, une autre conférence, un autre jour. Et vous voyez également Arles. Vous voyez, Arles, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'alors que Marseille se demande s'ils vont accepter des verriers, Arles, dès les années 1730, s'est dit, nous n'avons plus rien à perdre. Il faut dire qu'à Arles, pour trouver un arbre, il faut aller très loin. Il reste encore quelques ormes en Camargue à cette époque-là, mais ils ont tous attrapé la maladie du chancre et ils sont tous morts. Tous. Et il reste quoi à Arles, dans le territoire? En Camargue, il reste des tamaris. Et la première verrerie, en 1734, je crois me souvenir, utilise uniquement du fagot de tamaris. Ce qui me paraît étrange, parce qu'il faut quand même du bois de fente. Donc, ils ont triché. Ils ont dit, nous n'utiliserons que des tamaris, mais ils ont dû certainement utiliser du bois d'ailleurs. Mais surtout, ils sont sur le Rhône. Donc, à la fois une belle diffusion des produits possibles, et surtout, tout le charbon qui arrive du Nord, le charbon de terre, de Rive-de-Gier, par exemple, qui a servi à alimenter Trinquetail. Alors, vous trouverez sur Internet, si ça vous amuse, si ça vous intéresse, vous trouverez l'article que Daniel Foy et moi-même avons consacré à la verrerie en noir de Trinquetail. Il y en a 2, mais il y en a un qui est en ligne assez facilement. Vous le trouverez sous nos noms. Et franchement, c'est intéressant parce que c'est une des seules verreries provençales qui a conservé sa halle. Alors, évidemment, elle est de la fin du XVIIIe siècle, mais c'est vraiment un édifice très intéressant et qui se rapproche du type anglais avec un système de chauffage de la fournaise qui est très particulier, qui est 2 alandiers en croix. C'est quelque chose d'assez étonnant qui permettait de ménager un tirage très important dont on avait besoin pour mettre du charbon de terre en ignition. Et puis vous voyez aussi des verreries côtières. Vous avez celle de Toulon qui existe dès le XVIIIe siècle, celle de la Seine qui est plus récente, un peu plus récente, La Valette. À La Valette, ce qui est intéressant, c'est des années 1820, c'est que c'est une mine de sable qui détermine, une autre mine de sable qui détermine l'installation. Alors, pour en parler du sable en général, je fais un petit coq à l'âne, il faut savoir que on n'a pas eu trop de difficultés à se procurer du sable de verrerie. Évidemment, celui de la Bédoule est particulièrement bon, puis il n'est pas loin de Marseille. On peut même dire qu'il n'est pas si loin de La Ciotat non plus. C'était facile de l'expédier. Mais il y a d'autres sites de verrerie. Et on a utilisé beaucoup de sable fluviatile. Celui d'Arles, par exemple. À Arles, on prend le sable dans le Rhône qui est au pied de la verrerie. Mais dans le Var aussi, et à la Bocca, on a pris du sable, qui est du sable de plage salée. Donc, il a fallu le laver pour enlever le sel qui n'est pas du tout bon, ce sel-là qui n'est pas du tout bon pour faire du vin. Mais on n'a pas eu trop de mal finalement à se procurer des sables d'un peu partout. Il faut savoir que le commerce du sable est ancien. La plus ancienne mention de commerce du sable que nous ayons, c'est dans les gabelles d'Avignon, ce qu'on appelle les gabelles d'Avignon, vers 1395-1397, où dans la pancarte du péage, il est mentionné le sablon per faire verre, le sablon pour faire le verre. Donc dès la fin du XIVe, on sait qu'on a exporté du sable qui devait avoir des qualités particulières. La verrerie de Gémenos qui a connu les verreries de Gémenos, parce que tout ça, c'est du verre essentiellement de bouteillerie et de gobeletterie. Mais il y a toute la question du verre à vitre. Or, les Provençaux, le verre à vitre, ils ne savaient pas trop le faire, et ils n'avaient pas très envie de le faire. Et un des premiers à en faire vraiment, c'est à Gémenos, c'est Rozan, qui est installé à Gémenos. C'est lui qui a le premier fait un peu systématiquement du verre à vitre.
Après, d'autres verreries ont repris le travail, mais les Provençaux, le verre à vitre, ça leur plaît pas. Ils aiment bien en avoir des vitres, mais ils préfèrent le faire venir de la région de Lyon, par exemple. C'est plus simple, c'est plus facile. Il faut dire aussi que si nous avons eu du mal à adopter la verrerie en noir, la verrerie au charbon, c'est que les Provençaux ont été soumis à une très très forte concurrence des verreries du centre de la France, hein, je veux dire, sans compter les verreries anglaises, parce qu'à certaines époques, il y a une protection douanière, mais à d'autres, quand on signe des accords de libre-échange avec l'Angleterre en particulier, c'est comme la Chine actuellement, je veux dire, tout d'un coup, on voit arriver des tombereaux de verres, de bouteilles, de gobelets, toutes sortes de choses, c'est assez impressionnant. La suivante, qui est la dernière de la série, des cartes. Après, il y a 2 ou 3 images encore. Vous voyez que le paysage dans ces décennies-là, c'est un peu simplifié. Alors, il faut savoir que dès la deuxième moitié du XVIIIe, pendant tout le XIXe et le début du XXe siècle, la Provence a exporté très peu de verre. Alors, d'abord, il y a eu une interdiction d'exportation jusqu'en 1726. On fait du verre, comme il bouffe le bois, il doit être consommé sur place. À Paris, 1726, le Conseil de commerce décide qu'il faut ouvrir, et donc on permet aux Provençaux d'exporter du verre. Or, il se trouve qu'on a les statistiques d'entrée et de sortie du port de Marseille entre 1724 et 1780, et que l'on voit sortir du verre de Marseille, des verres de tout type, à l'export. Alors, il n'en sort pas des quantités considérables, mais quand même, l'essentiel de ce verre, et ça c'était la grande surprise du travail que nous avons fait avec Daniel Foy, part dans les États italiens. On pourrait se dire que Venise, par là-bas, il n'y a pas que Venise, hein. À Florence, il y a des fours, à Savone, non, Savone, ça vient un peu plus tard, mais il y en a d'autres, dans le Piémont. Nos verriers sont venus du Piémont pour l'essentiel. Eh bien, on exporte joyeusement les verres, attention, les verres d'emballage vide et la gobletterie, c'est l'Italie. Un peu moins de 20%, c'est le Levant. C'est normal, Marseille, depuis les capitulations de Soliman le Magnifique et François Ier, Marseille jouit d'un privilège exceptionnel, un privilège qui lui assure la première place dans tous les États ottomans, dans tout le Levant ottoman. Donc, on voit bien cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le verre qui est fabriqué en Provence, pour l'essentiel, la quasi-totalité, il part comme emballage. Et il part où? Un peu partout dans la Méditerranée, mais il part en quantité phénoménale vers les Antilles, les Antilles françaises, bien sûr, Saint-Domingue jusqu'à ce que ça devienne Haïti, mais même après, ça a continué. La Martinique, la Guadeloupe, et puis des îles qui étaient autrefois françaises et qui sont passées sous d'autres pavillons, des quantités invraisemblables de bonbonnes, de Dame Jeanne, de bouteilles, alors avec de l'huile en canevette. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous ont dû connaître ces petites caissettes à claire-voie dans lesquelles il y avait 6 ou 12 bouteilles. Hein, vous avez connu les canevettes. Pendant toute la deuxième moitié du XVIIIe, tout le XIXe, tout le début du XXe, mais des quantités, mais il y a des bateaux entiers remplis d'huile d'olive, remplis de vin de Marseille. Mais il y a aussi du muscat de Frontignan, c'est déjà mieux. Vous avez du Bordeaux excellent. Du champagne, les quantités de bouteilles de champagne qu'on a fabriquées, etc. Bon, donc, et puis vous avez tous les bocaux, on va avoir des formes rapidement, après je vous laisserai tranquille, tous les bocaux, les capres, les anchois, le thon, tout ce que vous pouvez imaginer, des fruits à la liqueur, tout ça dans des bocaux. Et les Dames Jeanne, parce que évidemment, ce qu'on fait beaucoup dans les îles, c'est du tafia, c'est-à-dire du rhum. Le rhum, ça voyage en grand contenant, hein, en Dame Jeanne, comme ça, empaillé, hein, généralement. Alors, on les fait voyager parfois vides, mais on les fait souvent voyager pleines de haricots secs, de lentilles, de choses comme ça. Arrivé là-bas, on les vide et on les remplit de tafia qu'on nous réexpédie par ici. Voilà. Donc, c'est une belle histoire que ce verre. La suivante. Pour revenir à la Bédoule, tout de même, ce que disait tout à l'heure Philippe Beltrando, donc les verreries, il a surligné, c'est le document de synthèse qu'il avait fait,
l'utilisation du sable de la Bédoule. La suivante. Le sémaphore de Marseille du 10 juillet 1861, un extrait qui rend compte de l'exposition industrielle qu'il y a eu à Marseille en 1861, dont personne n'a jamais entendu parler. Moi-même, je n'en avais pas entendu parler jusqu'à une période récente, où on parle de la verrerie de Duqueslar, on parle aussi abondamment de celle de Rozan. Bon, et surtout en dessous, l'indicateur marseillais de 1890, carrière de sable, Audifrin, Bianco, Caillol, Béranger, à la Bédoule. Vous avez donc, il y en a d'autres. Notre ami Philippe avait sorti un autre extrait de l'indicateur marseillais aussi, je crois, un peu plus récent ou un peu plus ancien, je ne me souviens plus. C'est pour vous dire que ça a quand même eu une importance réelle, puisque ne figurent dans l'indicateur marseillais que les gens qui payent pour cela. La suivante. Alors voilà. Par période, le travail remarquable de Laurence Serra, qui a fait une thèse superbe sur le verre d'emballage, qui est accessible en libre de droit sur Internet. Vous mettez thèse Laurence Serra, vous avez le fichier des thèses qui s'affiche, c'est autorisé au téléchargement, vous pouvez donc le télécharger, et vous avez cette très belle typologie. Vous voyez les bocaux, donc ce qu'on appelle les pots-bancs. Les pots-bancs, tout ce qui est bocaux avec l'évolution des formes. Vous avez ensuite les bouteilles et Dame Jeanne. Alors, pour vous, une Dame Jeanne, c'est une bonbonne. Eh bien non, une Dame Jeanne, c'est une grosse bouteille. Je vous conseille la lecture de Trinquetaille, de la verrerie en noir de Trinquetaille, si vous avez du temps à perdre. Et en dessous, les fioles et les flacons, avec des évolutions. Et vous voyez, par exemple, ici, en bas, vous avez quelques exemples de flacons de Cannes la Bocca, des flacons à parfum. C'est très joli. C'est très recherché par les antiquaires également. Parce que c'est très... Puis il y a de beaux catalogues, donc on sait toujours quels étaient leurs noms, parce qu'ils ont des noms extrêmement poétiques, c'est très joli. Voilà. Et puis, les bonbonnes, là, qui sont des vraies bonbonnes paillées, empaillées. Alors, elles peuvent être clissées. Vous avez un exemple de clissage, il faut faire attention parce que c'est compliqué. Vous avez le vrai clissage avec des lames de châtaignier, par exemple. Vous avez l'empaillage, vous avez les bonbonnes dans les berceaux en métal. Enfin, vous avez toutes sortes de qualités. Sachant que tous ces verres sont généralement verts. Donc, on n'a pas besoin de mettre du manganèse, c'est pas grave. Si le verre est vert pour du vin ou de l'huile, c'est parfait. S'il est noir, c'est encore mieux. Je veux dire, donc, il n'y a pas de souci. Mais vous avez aussi la suivante. Voilà, donc le détail des pots-bancs, on va passer. Passons. Toutes les bouteilles possibles. Alors, vous voyez ces bouteilles à huile ou à liqueur, là, la série qui est en bas, à droite, vous voyez comme le fond s'enfonce. Et je ne sais pas si vous n'avez pas dû le voir, mais en fait, c'est une marque. Avec le Pontil, on enfonce le cul des bouteilles après qu'elles aient été formées. On le voit très bien sur les images de l'encyclopédie, donc dès les années 1770. La suivante. Bon, tous les types de bouteilles, alors, de l'huile, de la liqueur, du vin, tout ce que vous voulez. Ensuite, avançons. Les carafes, ah oui, ça aussi. Les carafes, on pense toujours qu'elles sont en verre blanc, mais non, on en a fait aussi en verre noir. Ce qui est très joli, c'est le petit décor de fil rapporté au col. C'est assez joli, c'est pour la table. Voilà. Les bouteilles plates, vous en avez un exemple là-bas, si je me souviens bien. Et puis, pour donner un petit coup de chapeau à la veuve Duqueslar, qui a quand même été... ces femmes provençales sont des femmes puissantes, la veuve Duqueslar, même si elle a cédé en fait à son gendre son usine. Et on imprimait VDQ sur le fond de ces bonbonnes, qui, vous l'avez remarqué, celles-ci sont en verre clair, parce qu'elles sont destinées aux muscats de Frontignan, et à d'autres muscats. Et vous savez que les muscats, on les met au soleil dans des verres verts. On remplit les bonbonnes et on les laisse au soleil pendant un certain temps. Et c'est comme ça qu'ils acquièrent leur qualité gustative. Et je crois que c'est fini, non? Peut-être. Non, il y avait encore des photos. La verrerie de Pont-de-Vivo avec l'alignement des bonbonnes devant. La suivante. La verrerie de Saint-Marcel avec sa cheminée. Là, on est vraiment dans une deuxième moitié 19e. La suivante. La d'Estrousse, verrerie dont on a l'inventaire, qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle. La suivante.
la Destrousse, autre vue, avec sa cheminée carrée cette fois-ci. Donc après, c'est un état de la construction après 1820, hein, parce que les cheminées, là aussi, ça va, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la première législation environnementale, on commence à imposer des cheminées de plus en plus hautes après 1820. Et la suivante, il n'y en a plus? C'était la dernière, ben voilà. Donc, ben écoutez, j'ai essayé de vous donner une ambiance verrière. J'espère y être arrivé. Vous voyez que ça pose des foules de questions, ça soulève des quantités de problèmes, qu'il y a une infinité de terrains de recherche à développer. Et j'espère que certaines personnes érudites que je vois pas loin de moi va pouvoir poursuivre. Non, pour savoir quand Faucon arrive vraiment, vous avez dit 1772 tout à l'heure, si je me souviens bien, non par là. Et quand est-ce qu'il s'en va? Ça, c'est sûr qu'en 89, il n'y est plus. Et à mon avis, dès avant cela, il n'y est plus. Mais c'est toujours intéressant d'essayer de resserrer, de trouver au moins grossièrement l'endroit où il était implanté. J'ai cherché un petit peu sur le cadastre de 1809, pas trouvé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, vous avez remarqué comme moi que M. Amouré est un passionné passionnant. Hein? On est bien rentré dans le détail. Est-ce qu'il y a des questions particulières Vous pouvez aussi poser des questions à Jacques. Si, on peut poser des questions à Jacques. Monsieur, au milieu. Le micro, il y a un micro là. Hop, le micro est parti là-bas au bout. Si vous avez un bel organe, vous pouvez essayer de suite. Oui, monsieur. Où est-ce que ces exploitations se trouvent? Est-ce qu'elles se visitent? Alors, je réponds ou... J'ai pas entendu, moi. Alors, où est-ce qu'elles se trouvent et est-ce qu'on peut les visiter? Alors, elles se trouvent, là, on peut répondre. Enfin, on va répondre aux deux questions. Elles se trouvent quand vous prenez l'autoroute pour la La Ciotat, sur la partie gauche de ce qu'on appelle les barres, hein, d'accord, de la partie gauche de l'autoroute. Quand elle est visitée, c'est quand même un endroit dangereux et ce sont des propriétés privées et il vaut mieux ne pas y aller faire un tour sans être accompagné ou avoir demandé l'autorisation aux propriétaires et à des personnes qui s'occupent de la sécurité. Parce que ça n'a plus été entretenu. Moralité... je puis me permettre une toute petite incise. C'est totalement interdit par la réglementation qui a été modifiée depuis une quinzaine d'années. Nous n'avons aucun droit d'accéder à aucune mine sans autorisation du service régional de l'archéologie. En plus, sur une propriété privée, c'est même pas imaginable. Mais je veux dire, la réglementation de l'État est telle qu'elle interdit tout accès à des non-habilités à quelque type de mine ou de carrière que ce soit. Il y a eu trop d'accidents, c'est pour ça, c'est pas pour vous empêcher d'y aller. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu, hein, Monsieur Dallest, voilà. Mais le risque est trop grand, il y a eu trop d'accidents, donc la réglementation est ferme là-dessus. Si vous n'êtes pas habilité par une autorisation d'accès qui suppose une visite du service des mines, une autorisation décernée, oui, voilà, c'est donné par la commission territoriale de la recherche archéologique, etc. Voilà. Mais oui, peut-être. Mais... Je suis d'accord avec vous. Mais... Don't act. Ça vous empêche aussi de mourir. Oui, ce que nous a expliqué Jacques, c'est que ces carrières sont réparties sur quasiment 1 kilomètre et demi de long. Et que la carrière la plus profonde, la carrière des Bérangers, va jusqu'à Céreste. Donc c'est pour dire, ce que disait Jacques également, tu me dis si je ne te trahis pas, c'est qu'un homme pouvait extraire 6 tonnes par jour. Oui. Oui.
Et il me le dit, mais bon, je le répète. Hein. Donc, imaginez, son père, il travaillait même un mi-temps de 4h du matin à midi, tu disais. Hein? Oui, il est à mi-temps, oui. Ouais, à mi-temps. 4h30, midi et demi, ça marche. Donc, 6 tonnes. Il y a les oncles, il y avait le grand-père avant. Alors, ça, c'est sur les carrières, j'allais dire, récentes. Celles que tout le monde connaît sous le nom de champignonnière. Mais il faut demander à Henri de nous aider. Parce que Bonifay, qui était un érudit, mais pas un scientifique, nous a expliqué dans un livre que Madame Contry a amené au groupe de travail qu'en 1684, il y avait la verrerie de Conil qui prenait une énorme quantité de vin, à Cuges apparemment, et c'est dans des archives à retrouver, s'il te plaît, Henri. Ce sont dans des archives, pourquoi? Parce que les verreries étaient exonérées d'impôts sur le vin. Ça dépend. Alors là, celle-là peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des conventions, soit avec des communautés, soit avec des propriétaires privés, quel que soit leur statut, qui font que parfois on peut être exonéré de telle ou telle taxe, d'une partie de la taille, que sais-je. Le problème du travail de M. Bonifay, c'est que tout récemment, enfin il y a l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, j'ai eu en main une malle contenant les papiers érudits de M. Bonifay, que j'ai fait transférer aux archives départementales de Marseille, après avoir quand même jeté un œil dessus. Pas de référence, pas de renvoi à un acte, à une cote d'archives quelconque qui permette de situer quoi. Alors je ne dis pas que M. Bonifay s'est trompé, je ne pense pas. Mais sans référence, on est dans le bleu. Je veux dire, comment trouver... si cet acte de 1684 existe, et il y a de bonnes chances qu'il existe, parce que il était un peu léger parfois, mais s'il existe, il ne nous a donné aucune piste pour le retrouver. Donc, à chercher, mais sans garantie. Donc c'est ce qui est noté sur la carte que vous avez vue entre 1749 et 1789. C'est les Julans, voilà. En sachant que les Julans, à l'époque, étaient sur un autre département, ce qui ne sait pas... Ce n'est pas un autre département, c'est une autre communauté. Il faut savoir aussi, il ne faut pas rêver. Hein. Les Julans, c'est 165 habitants en 1765. C'est quand même pas des masses. Donc, c'est pour ça que je suis assez réservé sur la longévité et l'importance de la dite verrerie, avec un territoire aussi... Le territoire est très, très favorable, hein. Il y a du bois, il y a des choses comme ça. On peut d'ailleurs approfondir la question en utilisant les registres des eaux et forêts, qui contrôlent à peu près tout à partir de 1704. Hein. Je veux dire, on ne peut pas couper un chêne après 1704 en Provence sans que la Chambre des eaux et forêts donne son accord. Et puis, en regardant aussi les registres des chèvres en 1736, puisqu'on a déterminé quels étaient les territoires et combien de chèvres on pouvait conserver, faire paître dans telle et telle partie de chaque territoire provençal. Donc, il y a des pistes. Mais bon, ça n'ira pas extrêmement loin, ce seront des compléments d'information. L'acte de 1684 serait bien plus intéressant. Vous avez tout compris? Il n'y a pas de questions? Vas-y. Question par là. Ma question concerne le type de sable de Roquefort-la-Bédoule. Vous avez dit il est particulier ou il est spécifique. Enfin, bon, j'ai l'habitude de mettre les doigts dans le sable. Je me suis pas gêné de mettre les doigts dans dans le tas de sable qu'il y avait là-bas. Bon, j'ai trouvé qu'il avait une texture particulière. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la spécificité du sable, la qualité du sable Alors, dans la salle, il y a des personnes du CEREJ qui vont pouvoir répondre beaucoup plus intelligemment que moi. C'est un sable éolien, d'après ce que je sais. Est-ce que Madame Monnier est là? Vous n'êtes pas là, Madame? Bon, alors écoutez, puisque Madame Monnier n'est plus là...
On n'entend pas. Quel est le monsieur qui est bénéficier compétent? de votre savoir. Qui est où? Ah. Pardon. Voilà, Il y a des questions Internet? Merci. Bon. Je vais essayer d'être clair, parce que c'est pas facile. Alors, si j'ai bien regardé, il y a une petite coupe qu'on voit dans le fascicule. Il y avait deux niveaux de sable, un inférieur, un supérieur. L'inférieur correspond à la première couche que vous connaissez tous si vous allez faire la coupe de Cassis. C'est celle qui donne la pointe des lombares. C'est appelé dans la littérature géologique les grès de base, qui en fait sont des calcaires très quartzeux, décalcifiés, qui donnent du sable. C'est ce qu'on trouve directement au-dessus des fameuses marnes, les marnes gargasiennes. C'est du cénomanien moyen, c'est assez bien daté, parce qu'il y a des ammonites, notamment il y a une publication qui vient de sortir en 2022, je ne me souviens plus des noms, il y a Kennedy, un anglais, et peut-être Latil, qui cite excusez-moi, beaucoup d'ammonites du cénomanien, de la partie supérieure du cénomanien inférieur, du cénomanien moyen. Ce gisement, vous savez où il est juste au-dessus de la carrière Comte, au-dessus des marnes gargasiennes. Je ne crois pas que ce soit des sables éoliens, parce que ils devraient être caractérisés par leur forme émoussée et mate, et en fait ils ne sont pas comme ça, ils sont plutôt luisants, et ils viennent au contraire d'un milieu marin très très peu profond. Alors ils sont riches en fer, parce que dedans vous avez des petits grains de glauconite, une argile ferrifère, et des grains de pyrite, donc sulfure de fer, et ils ont tous été oxydés. Donc le fer s'est transformé en oxyde, ritoxyde de fer, ce qui donne cette couleur ocre. Exactement comme vous avez les ocres du Vaucluse, qui sont d'ailleurs à peu près du même âge. Donc c'est un grand classique. Et vous avez un deuxième niveau. Quand vous prenez la route qui sort de la Bédoule, vous passez juste sous le pont de l'autoroute, vous faites encore 150 mètres et vous avez un petit chemin qui part sur la gauche vers une propriété privée où il y a une ancienne champignonnière. Et là, il y a une tranchée dans la route où on voit très très bien des calcaires très quartzeux, très riches en rudistes, qui sont des mollusques marins. Donc, c'est pas de l'éolien. Par contre, vous pouvez avoir des grains éoliens qui ont été emmenés dans les dépôts marins. C'est du marin très très peu profond. Il y a des faciès, des structures de plage. Et ces calcaires très quartzeux ont été décalcifiés et ça vous donne des sables magnifiques comme ceux, je pense que moi j'appelle ça la carrière qui s'ouvre sur le vallon des Ignaces. C'est une des plus grandes, des plus belles. Et ce sont aussi des sables qui, au départ, avant d'être altérés, d'être décalcifiés, avaient de la pyrite et cette glauconite, surtout la pyrite, qui oxydée vous donne la couleur ocre-orange typique. C'est tout à fait caractéristique. Voilà. Merci de ces précisions. Mais vous trouverez ça très facilement. Je les connais bien parce que j'ai fait la 3e édition de la carte géologique concernant les couches du Crétacé supérieur, notamment ici, là, la Bédoule, Roquefort, jusqu'à Font-Blanche. Et il suffit de taper sur Internet, sur les sites du BRGM, sur Infoterre. Vous avez la carte géologique, il y a la notice que vous pouvez accéder. C'est une notice qui fait 350 pages et vous trouverez ça. Pas de problème. Merci beaucoup. Il y avait une question là-bas. Hop, là-bas, au bout. Non. Il n'y a plus de piles.
Je voulais savoir aussi s'il était possible. Ça y est? Ah, ça y est, ça marche, c'est super. Je voulais savoir s'il était possible d'aller un petit peu plus loin. Vous allez me trouver pénible, mais je suis enseignant et j'aurais trouvé passionnant d'amener mes élèves, à l'époque où je travaillais, visiter ce genre de choses. Alors j'ai bien compris que c'était dangereux, hein, mais c'est aussi très instructif. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la municipalité sécurise une partie au moins des galeries pour que les petits, éventuellement les bédoulins, ça intéresse aussi, moi en premier évidemment, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une suite à cette découverte et qu'on perpétue le souvenir en amenant des gamins voir où leurs ancêtres travaillaient et pourquoi? Alors, il y a eu un précédent parce que vous n'êtes pas les premiers à voir l'exposition. Il y a eu 120 élèves qui sont venus voir la semaine dernière cette exposition dans la salle des anciens, c'est-à-dire tous les CM1 et tous les CM2 de la commune. Quant à faire visiter, on pourrait faire visiter les entrées, mais pour revenir à ce que disait M. Amouric, il y a des questions de sécurité et je ne pense pas qu'un enseignant s'engage à faire prendre des risques à ses enfants. Sûrement pas des risques. Non, voilà, mon idée, c'était d'en sécuriser une petite partie. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'il y a eu la maquette. C'est pour qu'on puisse essayer de se formaliser ce que pouvait être une entrée et une mine dans la colline, dans l'environnement de collines autour, quoi. Alors, je vais rebondir sur cette question parce que cette conférence qu'on fait aujourd'hui, ça va faire partie de quelque chose de bien plus grand sur l'histoire du village, puisque notre ambition, notre groupe de travail, que tu as remercié et que moi aussi je vais remercier, parce qu'on bosse là-dessus depuis fin juin, on a laissé passer le juillet-août, mais on a recommencé en septembre, on a fait beaucoup de réunions, il y a eu beaucoup de travail de la part des personnes qui sont dans le groupe de travail. Et donc cette conférence fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. On a l'ambition de partir des fossiles et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Bon, on a fait cette année le verre parce que c'est l'année internationale du verre, et puis on a dit, bon, ça nous fera un petit peu l'expérience de savoir comment il faut présenter les choses. A priori, le travail qu'on a fait, visiblement, ça a été bien reçu par la population. Vous nous avez extrêmement bien remercié par votre présence. Ça, je reconnais que tout le groupe de travail on n'imaginait pas qu'il y ait autant de monde, quoi, et que ça intéresse autant de monde. En plus, on a eu la chance d'avoir M. Amouric. Voilà. Alors, un grand bravo et on attend la suite. Merci beaucoup. Alors, monsieur, peut-être, je vais peut-être passer la parole, à moins qu'il y ait d'autres questions. Oui, une question. Ben, approche-toi. Alors, je vais vous poser une question donc non scientifique mais anecdotique, ça m'intéresse. J'ai lu ça dans le livre d'Alexandre Sauzet qui a écrit donc sur les verreries. Et c'est simplement, il disait que le mot Dame Jeanne viendrait de l'arabe. Est-ce que vous êtes au courant, vous savez? Alors là, vous me la baillez belle. D'autant que dans la tradition, pour ce que je sais des verreries islamiques, la forme n'existe pas. Alors je ne vous dis pas que le mot n'en vient pas. Oui, non, mais maintenant que vous avez posé la question publiquement, ça va me contraindre, moi et quelques-uns une de mes collègues, à faire une recherche approfondie sur le sujet. Je vous promets qu'on vous fera savoir via les réseaux sociaux, peut-être pas Twitter quand même. On vous fera savoir ce qu'il en est. Non, c'est la première fois que je l'entends dire et je ne l'ai pas lu. Ça a dû, j'ai dû avoir un scotum dans l'œil. Une orthographe, c'est en un seul mot. Ça s'écrit D-A-M-J-A-N-D, je crois. Voilà. Dame Jeanne, non. Finjan, je vois bien. Enfin, il y a des choses qu'on voit bien du persan, en fait, venant non, mais Dame Jeanne, non. Il faut dire d'ailleurs que c'est un mot très bizarre, hein, oui, puisque quand vous tapez ça sur votre ordinateur, il ne le veut pas, hein, non, sous aucune forme. Voilà. Ça n'existe pas. Exactement. Pourtant. Non, mais c'est vrai. Oui. Tant pis.
Y a-t-il d'autres questions? Alors, avant de passer la parole à monsieur le maire, j'aimerais quand même, je vous parle de groupe de travail, je vous dis qu'on a travaillé, mais je vais quand même nommer les gens qui font partie de ce groupe de travail. Alors, je ne vais pas faire ça par ordre alphabétique, je vais faire par ordre de mémoire, ce qui me vient au fur et à mesure. Donc, on a Philippe Beltrando, on a Claude Contry, on a Antoine Domanico, on a Jean-Pierre Rossi, qui est par là, voilà, on a Madame Viette, voilà, on a Cyril Bosselu, il y a également Georges Mérentier, qui est par là, je ne sais pas où il est, le voilà. On a également Sylvie Bonifié, qui a fait tout le dossier pédagogique pour les écoles, quand même. Qui a fait le dossier pédagogique Vraiment. pour les écoles, Bravo. on peut l'applaudir. C'est elle qui s'est occupée des élèves. Et on a également, malgré qu'ils ne soient pas là, ils sont excusés, monsieur Maurice Gonzalez, qui est un ancien curé du village. Et on a monsieur de Villeneuve, qui est le marquis de Villeneuve. Voilà, il n'est pas souvent. Il est là. Et hop, j'ai oublié j'ai oublié quelqu'un d'important aussi. On a Jean-Louis Rovali. Une vieille famille dans la Bédoule. Voilà, applaudissez l'effort parce que on a beaucoup bossé. Monsieur le maire, si vous voulez bien prendre ma place ou debout. Ah ben écoutez, moi je vais être moins scientifique, hein. Je suis désolé parce que j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Ah, il faut que je me mette dans la caméra. Et écoutez, moi simplement je voudrais remercier ce groupe de travail puisque ce groupe de travail depuis le mois de juin il bosse dessus. Après je remercierai les scientifiques puisque les scientifiques ils nous ont apporté leur lumière. Mais c'est un gros travail de recherche qui a été fait par ce groupe de travail qui, depuis 6 mois, rament tous les jours. Ils sont dans la salle de réunion. Je les vois, ils réfléchissent. Ils ont tous les cheveux qui frisent tellement qu'ils réfléchissent. Et moi, j'apprends des choses au fur et à mesure. Je découvre les sablières, je les connais, puisque moi, j'ai connu le temps où c'était les champignonnières. J'ai pas connu le temps où l'extraction du sable. Mais je les ai visités avec Sylvie quand on était petit. Donc voilà, donc c'est passionnant, c'est un engagement politique que j'avais pris pendant ma campagne électorale, c'était de faire aussi remonter l'histoire de notre commune et notre patrimoine et notre culture, puisque la culture est impressionnante dans cette commune. On a toute une histoire sur le sable, le verre, on a une histoire sur les chaux et ciment, on a vous savez que le ciment en poudre, il a été inventé ici à Roquefort-la-Bédoule par la famille de Villeneuve, donc il y a quand même toute une histoire. Et ça, il faut qu'on soit en capacité de l'expliquer aux gens qui viennent aujourd'hui vivre à Roquefort-la-Bédoule, puisque nous, chacun d'entre nous, on en connaît une petite partie, mais on ne connaît pas tout, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc c'est une ville fabuleuse qui, comme vous l'avez dit, ça part de la période des amphores, ça va s'arrêter, peut-être qu'il y a un Bédoulin qui est monté sur la Lune, je ne sais rien, on le saura, parce qu'à force de chercher, il vaut bien trouver quelque chose, pas moi. Voilà, donc ce que je voudrais dire quand même, c'est remercier M. Amouric de nous avoir donné de son temps. Je sais qu'il est très occupé parce qu'il était il n'y a pas très longtemps du côté des Caraïbes là-bas. Oui. Vous auriez pu m'emmener quand même, mais bon. Voilà. Donc, c'est véritablement un challenge, c'est véritablement notre histoire, votre histoire, puisque la Bédoule, on a beau dire, on y est né, moi j'y suis né, mais l'histoire ne m'appartient pas, elle appartient à personne, elle appartient aux Bédoulins. Donc, vous êtes en droit de savoir ce qui s'y est fait à une époque. On était propriétaire de Cassis à l'époque, il faut le savoir aussi, il faut le rappeler aux Cassidens quand ils nous disent des choses. Voilà, donc tout ça, c'est l'histoire de notre commune. On est fiers de vivre à Roquefort-la-Bédoule, je suis fier d'être le maire, je suis fier quand je vois autant de monde qui s'intéresse au sable et aux sablières. Écoutez, Jacques, je te préfère avec la casquette. Voilà. Jacques, on se connaît depuis très longtemps. Marcel Bonifié qui est par là, je ne sais pas, je l'ai vu, je l'ai aperçu. Où est Marcel? Ah, Marcel, voilà. Marcel aussi, c'est des amis de longue date, amis de mes parents. Ils m'ont appris à faire du ski, enfin, ils m'ont tout fait, même du vélo, mais j'étais plus maigre. Voilà, donc c'est merci pour ce que vous faites pour nous, pour la commune, pour l'histoire, puisqu'on a besoin de vous pour aussi se souvenir de beaucoup de choses, d'apprendre. On apprend encore.
Merci ce que tu as fait pour les enfants de la commune, de leur faire visiter, de leur faire comprendre, de leur expliquer. Merci à Sylvie Bonifay, merci aux instituteurs d'avoir aussi s'être associés à cette démarche. Merci encore une fois à ce groupe de travail, parce que je vous dis, et ce groupe de travail est en train de s'étoffer. Chaque personne est différente, chacun apporte son petit grain de sable, chacun apporte son petit sac de sable. Et moi, je dis encore merci, bravo, bravo. Moi, le maire, j'ai rien fait, je vous le dis de suite. J'ai simplement dit à ce groupe de travail d'y aller, puisque j'avais pris un engagement politique. Les boulomanes qui attendent le jeu de boules couvert, il faut attendre un petit peu, on avance. Je le dis aussi, puis j'en profite, puisque hier, ils réclamaient un jeu de boules couvert. Donc, ils attendront encore un peu. Voilà. Merci à Cyril pour le travail qu'il a fait. Bravo. Bravo à Marc, maître des cérémonies. Et puis, passez une bonne soirée. Surtout, passez de très, très bonnes fêtes. Et on se dit à l'année prochaine. Merci beaucoup. Avant de partir, encore une petite minute d'attention. On va sortir quelques verres et un petit peu de vin blanc et de vin rosé de la Bédoule. Il n'y a pas de pastis, il n'y a que du vin blanc et du vin rosé. Et ensuite, à la sortie, il y aura un petit cadeau pour les gens qui sont venus. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais on va vous offrir quelque chose. C'est un cadeau par famille. Parce qu'on n'en a pas fait assez, on ne pensait pas qu'il y ait autant de monde. Merci beaucoup de vous être déplacés.